Plus que 2 mois avant de sauter dans le grand bain. Ok, je suis déjà passée par là, mais l'arrivée d'un enfant, c'est toujours un saut dans l'inconnu. Ma sage-femme me donne des exercices de visualisation pour gérer les contractions. Quand je les sentirai arriver, je dois inspirer en pensant à une vague qui arrive sur la plage et expirer en imaginant la vague se retirer. Les psychiatres disent que la période post-natale expose à un risque augmenté de dépression et de psychose. Alors forcément, quand je fais mes exercices, moi, ce que j'imagine, c'est la tempête. Je ferme les yeux et les vagues sont hautes comme des immeubles et m'engloutissent complètement. Sur le fil, une série documentaire de Laetitia Druard, réalisée par Arnaud Forest. Dernier épisode, la vague qui vient. Bonjour Laetitia, vous allez bien. Je m'apprêtais à vous donner un coup de main pour transporter votre matériel, non, mais c'est tout ce que vous avez ? Ouais. Ah ben ça va alors. Ouais. Tous les 3e lundis du mois, une vingtaine de personnes se rencontrent dans une maison de quartier. Pour le groupe de parole d'Argos. Oui, Argos, oui, c'est ça. Bienvenue. D'après les mails... Des jeunes, des plus âgés, des anciens, des nouveaux, des femmes, des hommes, tous ont été diagnostiqués bipolaires. C'est pour ça qu'ils sont là. Patrick nous avait dit que vous veniez, mais il nous a dit que vous veniez à 2. À 2. Je croyais qu'elle parlait du micro. Je croyais que vous parliez du micro. Non, j'ai compris tout de suite, connaissant son humour. Je suis pas étonnée. Quel terme ? Le 22 mai. Ça approche, ouais. Ah ouais. Avant d'enregistrer ce qui va se dire autour de la table et qui est normalement confidentiel, je dois présenter mon projet et la raison de ma présence. Je m'assois à l'intérieur du cercle, je me sens en sécurité, alors j'exprime clairement, à voix haute, et pour la première fois, mon angoisse. J'enquête en fait au sein de ma famille. Mon grand-père était porteur du trouble et il s'est suicidé. Et ma mère a fait sa première tentative de suicide il y a 3 ans et vient d'être diagnostiquée bipolaire. Et donc je me demande en fait si je vais pas un jour où déclencher la maladie, et du coup c'est cette histoire que je raconte et qui me permet aussi de rencontrer des malades, de me rencontrer des Finalement, associations. c'est bien ça qui m'obsède depuis le début. Et ça explique Est-ce que je vais la déclencher ? raison de- D'ailleurs, voilà, on la dit raison déclencher, de- c'est dingue. Comme si c'était un monstre endormi qui pouvait se réveiller à tout moment. On sait que le déclenchement d'un épisode, il est toujours lié à un vécu émotionnel particulier, qui vient bouleverser l'équilibre émotionnel de l'individu. Ce qui fait l'épisode, c'est la difficulté à gérer les émotions, finalement. Et c'est l'émotion ressentie qui va déclencher l'épisode. Alors, que ce soit un événement heureux ou malheureux d'ailleurs, l'épisode qui va survenir ne sera pas en relation directe avec l'événement qui est survenu. C'est-à-dire qu'un événement heureux peut déclencher un épisode dépressif, mais un événement malheureux peut déclencher un épisode maniaque. À écouter le psychiatre Didier Papetta, je me sens plus que jamais sur le fil. J'ai l'impression que mes émotions sont mon talon d'Achille. Elles me font quitter des gens, abandonner des projets, rester dans mon lit pendant 48 heures, m'agiter dans tous les sens. J'avais 23 ans, j'avais passé un été joyeux, avec beaucoup d'énergie. Anouk a aujourd'hui 37 ans. Je l'ai rencontrée lors de ces groupes de parole. Elle me raconte comment tout a commencé et forcément, je cherche des indices, des similitudes avec ma propre vie. J'étais très impliquée dans les activités, je faisais beaucoup de choses, j'étais en stage de journalisme en radio. Ça se passait bien, j'étais passionnée et je me retrouvais à lire des bouquins à 4h du matin, comme si j'avais trouvé des réponses, enfin j'avais trouvé mon truc dans le travail. Finalement, je suis rentrée en Bretagne pour les vacances. Là, j'avais encore du mal à dormir.
Je me suis retrouvée sur la terrasse de mes parents à 4-5 heures du mat aussi, en disant je veux prendre un max de paysages avant de rentrer à Grenoble. Probablement qu'à ce moment-là, j'avais déjà décollé. Pour finir l'été, j'ai décidé de partir aux vendanges. Et là-bas, j'ai commencé. Déjà physiquement, j'étais fatiguée, je me donnais à fond. Et j'ai commencé à faire des cauchemars. Et puis à avoir des grosses angoisses qui ont fait que je suis partie avant la fin du contrat. J'étais effondrée, je comprenais pas ce qui se passait. Ma mère et mon frère sont venus me chercher en voiture. J'étais incapable de prendre un train toute seule, de toute façon. Et là, j'ai été consulter un médecin généraliste qui m'a prescrit du Xanax. Je refusais de voir la réalité, en fait. J'avais l'impression que ça pouvait aller, que j'avais pas besoin de ça, surtout. Et en fait, mon père me disait, quand tu les prends, ton discours est mieux, en fait. Parce que je crois que ça partait dans tous les sens. Qu'il ne me reconnaissait pas. Anouk repart de chez le docteur avec du Xanax, un anxiolytique. À ce moment-là, le généraliste ne reconnaît pas une phase maniaque suivie d'une dépression. La recette fatigue plus passion a été l'engrenage absolu pour l'apparition de ces troubles. Les facteurs déclencheurs les plus connus, c'est par exemple les troubles du sommeil, le jet lag ou toute autre raison qui fait que quelqu'un ne va pas bien dormir parce qu'il a eu une surcharge de travail ou un examen et qu'il s'est mis à avoir plusieurs nuits blanches, ou parce qu'il a traversé l'océan Atlantique et qu'il y a eu un jet lag, ou parce que c'est une maman qui vient d'accoucher et que son bébé ne dort pas bien. Tout ce qui perturbe le rythme nictéméral, tout ce qui perturbe le rythme du sommeil, c'est un facteur déclenchant d'épisodes dépressifs ou d'épisodes maniaques dans le trouble bipolaire, parce que l'équipement génétique, ces gènes de l'horloge, sont associés à des variations qui font que probablement ces patients ne savent pas bien s'adapter. Et donc il y a les éléments sommeil, les régularités du sommeil, mais il y a aussi la régularité, par exemple, de l'horaire auquel on prend les repas, de toute une série d'activités où on leur enseigne, et c'est souvent un des éléments du traitement qui est le plus contraignant pour eux, à avoir une vie le plus régulière possible. Donc ça, c'est un des éléments les mieux connus de facteurs déclenchants des épisodes du trouble bipolaire. D'un coup, j'ai l'impression d'avoir fait tous les choix qui auraient pu déclencher un épisode maniaque. Faire des nuits blanches, boire et me droguer, voyager du nord au sud et d'est en ouest. En gros, refuser la moindre chose qui pouvait engendrer de la stabilité. J'ai l'impression d'être une naufragée. Si j'avais connu cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, est-ce que j'aurais fait les mêmes choix ? Est-ce que finalement je ne me suis pas entraînée toutes ces années comme une sportive de haut niveau ? Une nageuse infatigable qui a construit elle-même son radeau de sauvetage à force de patauger. Toutes ces expériences n'ont-elles pas servi alors d'antidote contre les troubles ? Mais il me reste quand même une ultime étape. J'ai un accouchement complètement... j'utilise pas ce mot, on le dit trop en ce moment, mais assez incroyable quand même. Vraiment, pour moi, je pouvais pas imaginer que ça se passe aussi bien. Moi, je me sens très en forme, très, très, très heureuse. Vraiment, il y a toute la magie de l'arrivée de l'enfant et aussi toute la fatigue, la difficulté, un peu la sensation d'être quand même dans un état... on est dans un état second, à la fois d'excitation, d'émerveillement, de fatigue, de découverte, de peur. Je crois que ça a été un shoot émotionnel très intense qui, je pense, a contribué à l'émergence d'une crise maniaque derrière. Là, je suis quand même dans une dimension un peu mystique, c'est-à-dire que je commence à vraiment trouver qu'il y a un espèce de secret caché de la vie qui n'est pas révélé. Et en même temps, j'ai Azou qui est là, je dois m'occuper de lui toute la journée et je suis quand même très excitée à l'idée de découvrir le secret de la vie, quoi. de la vie. Donc ça va pas.
Après, des fois, j'essaye de me rattraper, parce que j'ai déjà vécu ça. Donc des fois, j'essaie, c'est comme si je me rattrapais, je me dis, ah, ça c'est trop. Là, c'est too much. Mais vu que moi, je me sens quelque part en danger, parce que je me dis que de toute façon, je vais finir hospitalisée, et que souvent, ce sont mes proches qui doivent m'hospitaliser, parce que c'est comme ça. Et par là, je me pose toujours la question, je pense dans le mauvais sens, mais qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir, en gros, me mettre en prison ? Les nuits à la maternité qui ont suivi mon premier accouchement, je n'ai pas dormi. Je me sentais connectée à toutes les femmes de l'humanité qui avaient accouché avant moi. J'étais reliée à la première femme qui avait mis au monde son enfant. Je pensais à celle qui avait fait ça toute seule, celle qui avait fait ça trop jeune, celle qui avait fait ça en temps de guerre ou dans le désert. C'est comme si j'avais débloqué une zone cachée de mon cerveau. C'était très intense. Je l'ai vécu comme une forme de révélation. Au même moment, ma mère était à l'hôpital psychiatrique pour dépression. Ça faisait déjà 1 mois qu'elle y était rentrée. Je me souviens d'un appel assez étrange. Chacune sur sa planète, nous avons été incapables de communiquer sur ce qui nous traversait. De toute façon, ma mère ne parle jamais de ses hospitalisations. Et je ne lui pose pas beaucoup de questions non plus. Enfin, moi, en l'occurrence, j'ai été hospitalisée à l'âge de 19 ans à Sainte-Anne. J'ai été hospitalisée à l'âge de 28 ans, donc 9 ans après. Pendant 9 ans, je n'ai eu aucun espèce de symptôme de tout ça. Je me suis réveillée dans une salle capitonnée, attachée. J'ai été en 2016 dans un autre établissement très glauque, en isolement pendant 7 jours. Donc à faire pipi dans une bassine, à avoir des infirmiers qui exercent leur petit pouvoir, une autorité que je trouve malsaine, enfermée 3 heures par jour dans ma chambre, sans leurre, sans crayon pour dessiner, parce que tout ça pourrait représenter des risques, obligée à prendre des médocs. Voilà, donc c'est des choses quand même qui sont extrêmement douloureuses. Quand on vit ça, en fait, ces extrémités-là, et qu'on se sent seul, là, on n'a pas la sensation d'être à l'hôpital pour prendre soin de nous. Et on se dit pas que là, on va aller mieux. Là, on se dit juste que là, on va dans le dur, quoi. Et qu'en fait, on est isolé et qu'on peut pas aller mieux dans ce type de circonstances. Ça dépend des gens qui sont hospitalisés avec toi. Genre, moi, la dernière fois, c'était trop cool. Franchement, on se marrait bien. Enfin, moi, c'est comme je sais pas comment expliquer, mais moi, je suis particulier. J'ai bien aimé l'hospice, moi. Et vraiment, j'ai encore des bons liens avec toutes mes infirmières. Moi, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et ça montre aussi le monde différemment. Franchement, après, ok, c'est horrible, mais au moins, enfin, je sais pas, c'est le seul endroit où tout le monde se dit bonjour. Ça commence par ça, déjà. Et t'as le temps, quoi. Et tu discutes, tu rencontres les gens, tu prends le temps. Et t'es dans le respect. Même si les infirmiers sont en grève, ils bossent, tu vois aussi la notion du taf, en fait. Et du don à l'autre. Ça fait vachement réfléchir quand tu passes par l'hospice. Moi, je le vois vraiment comme un moyen de faire une pause, en fait. Et en fait, on peut jamais faire de pause dans la vie. Après, je peux être triste aussi, mais ça fait du bien. Je pleure. Peut-être des visites. Tu vois la cafette. Il y a quand même un gros délire avec la cafette. Mais j'en garde à chaque fois, j'ai eu des super rencontres. Enfin, ça m'a trop aidé, quoi. Ma mère a été hospitalisée au moins 6 fois dans sa vie. Le peu de fois où elle a accepté qu'on vienne la voir, j'ai trouvé l'ambiance sinistre. Mais ce que je ne voyais pas, c'est la solidarité entre les patients. En dehors des murs de l'hôpital, ils sont rejetés. À l'intérieur, ils sont alliés et forment un clan contre la normalité. En 2020, donc quand Azou est né et que du coup je commence à dérailler, j'ai une prise en charge un peu spécifique. Et là, j'ai la chance quand même d'être placée correctement dans cet hôpital. C'est-à-dire que je me retrouve à l'étage des personnes âgées et dépressives, avec une grande chambre propre, lumineuse, une salle de bain personnelle, une chambre qui est jamais fermée à clé. Et là, je dois assumer le fait que je suis plus avec mon bébé. Donc je me dis, là, il va falloir que je me tienne à carreau et surtout que j'entretienne une énergie positive. Donc j'arrive à voir Azou,
Mes beaux-parents viennent avec lui 1 heure, donc 1 heure c'est ultra court, c'est difficile. Et surtout ce qui est difficile, c'est qu'avant de le voir, je suis très excitée. Et en même temps, donc ça peut être assimilé ou interprété par l'équipe soignante comme une excitation type manie. Sauf que quand il part, j'ai un coup de blues énorme en fait. Et ça, du coup, c'est assimilé à une dépression. Donc, du coup, j'arrive à un diagnostic d'état mixte. Ce qui me semblait un peu inévitable. Donc, je me sens un peu empêtrée dans un truc et en même temps, je sais qu'il faut que je garantisse ma bonne humeur, en fait. Et que, de toute façon, c'est pas les médecins qui vont me solidifier, c'est pas l'hôpital, c'est moi. Donc du coup, tous les matins, je fais des exercices de danse et d'étirement avec mes écouteurs, j'écoute mes morceaux préférés. Et puis après, j'ai commencé à avoir droit à mon appareil téléphonique, mon téléphone, qui m'est toujours confisqué dans toutes mes hospitalisations. Et je décide de proposer aux autres patients de poser pour moi, d'être modèle. Donc en fait, ça devient un peu quotidien. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un soutien, un truc hyper important. Après, il y a vraiment un truc aussi très primitif il faut faire quelque chose. C'est un canal, en fait. Et ça, c'est un peu de l'hypersensibilité, tous ces trucs-là, hein, quand même, clairement. Moi, j'ai vu des personnes en hôpital qui sont pour moi des personnes dotées de capacités, de sensibilité que je connais pas ailleurs que dans ces endroits. Clairement, moi, j'avais jamais rencontré une autre personne vivant avec un trouble psy en dehors de l'hôpital, quoi. En 2020, Rémi a levé des fonds pour le lancement de l'association La Maison Perchée. Elle accompagne les jeunes adultes vivant avec des troubles psychiques. Ouais, mais là maintenant, il y a de plus en plus de monde, c'est un délire. Là, c'est que des adhérents. Là. Adhérents, après, il y a de la famille, là, il y a un frère. Quand j'arrive dans les locaux, dans le 11e arrondissement de Paris, je suis surprise du monde qu'il y a devant. Et c'est Maxime, son cofondateur, qui m'accueille. Et ouais, non, c'est chouette, parce que depuis l'ouverture du lieu, en fait, au début, c'était pas ça. Hein. Mais step by step, les gens ils commencent à comprendre le lieu, à s'habituer, à avoir leurs habitudes. Et là, c'est pour ça qu'on a voulu avoir un endroit en plein Paris, avenue de la République, ouvert sur la rue et qui permette la vie, quoi. En fait, ce qu'ils viennent trouver, ça dépend. Quand même beaucoup, c'est pour rompre l'isolement. C'est très souvent quand tu sors d'hospice, t'as pu faire de la merde, tu peux te retrouver très souvent tout seul et en fait créer du lien, trouver de l'espoir. C'est un lieu non médicalisé et ouvert au public. Le principe de paire et danse est au cœur du travail de l'association. Donc, la paire et danse, c'est du soutien entre personnes avec un vécu similaire. Moi, j'aime bien dire, pour résumer, je suis pas psy, je suis pas ton pote, je suis pas ta famille, mais je te comprends. Parce qu'on a vécu le même truc. Donc du coup, on peut discuter, quoi. En gros, c'est ça. Même que vous avez un psychiatre qui est spécialisé du sujet en face de vous, si vous lui racontez ce qui vous arrive, ok, il va cocher des cases de symptômes, etc. Mais en fait, lui-même n'ayant jamais vécu ça, il pourra jamais comprendre, en fait. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais là, ici, Elsa, à la Maison Perchée? Alors, comme paire aidante, je fais donc ce qu'on appelle des nids. Donc, c'est un entretien individuel avec une personne concernée qui rencontre des difficultés sur son chemin de rétablissement. Donc, je prends mes fonctions comme médiatrice de santé pair, mais en formation, mi-janvier à Sainte-Anne, dans un pôle pour adolescents et jeunes adultes qui ont connu leur premier épisode psychotique. Parce que toi, tu es concernée par les troubles psy ? Oui. Je suis bipolaire de type 2, diagnostiquée il y a 11 ans maintenant. Mais je pense que ça remonte à plus longtemps. Le médecin m'a annoncé, vous êtes bipolaire, et m'a donné 2 fascicules en me disant, lisez. Vous en saurez plus, mais on n'en a pas... La possibilité d'en parler avec le médecin n'était pas du tout là. Et je pense qu'un père aidant aurait aidé à l'acceptation, même si pour moi le diagnostic a été un soulagement, parce que on m'a diagnostiqué dépressif pendant 12 ans, mais du coup les traitements ne marchaient pas, donc j'ai eu 12 ans d'errance médicale qui était assez dure. Donc d'un côté c'est un soulagement, mais de l'autre côté avoir quelqu'un qui a vécu la maladie, qui
qu'il a accepté quelque part et qu'il a vécu, avoir un peu d'espoir par rapport à son parcours, ça m'aurait fait beaucoup de bien, quoi, parce que moi je suis partie avec l'idée c'est à vie, c'est du traitement à vie, c'est lourd, est-ce que je pourrais revivre normalement, comme tout le monde un jour. C'était beaucoup de questions auxquelles j'ai pas eu de réponse en fait. Au-delà de juste avoir la chance d'avoir trouvé la bonne personne avec qui je me projette, au-delà de ça, c'est vraiment aussi une revanche pour moi aussi. Enfin, parce que vraiment, moi, ma première psychiatre m'a clairement dit que la vie sentimentale, ce serait mort, quoi. Et j'en veux beaucoup encore aujourd'hui à cette femme. Bon, elle devait être mal lunée, mais c'est quand même hyper violent quand tu viens d'être diagnostiqué et qu'on t'annonce que tes projets pro, t'oublies. La vie amoureuse, ce sera une galère de ouf, parce qu'il va falloir constamment penser à la stabilité, à la normalité, et à trouver des solutions pour être comme les autres et pas justement, au contraire, vivre et non plus survivre et exister et avoir ta chance d'avancer, quoi. Un test de biomarqueur vient de sortir en France. À l'aide d'une prise de sang, il est aujourd'hui possible de différencier, devant des symptômes de dépression, une dépression récurrente d'une dépression bipolaire. Bon, mais alors, je pourrais filer dans un laboratoire me faire piquer et savoir ce qu'il en est de ma situation une bonne fois pour toutes. Mais ce n'est pas si simple, puisque déjà le test coûte 900 €, qu'il n'est pas tout à fait fiable selon certains chercheurs, et qu'en ce moment, je n'ai aucun symptôme de dépression. Je préfère donc aller voir le docteur Papetta. On sait, par exemple, et il y a un certain nombre de travaux qui l'ont démontré, que les apparentés de patients porteurs de troubles bipolaires ont une réactivité émotionnelle supérieure à la moyenne, eux aussi, alors qu'ils n'ont jamais déclenché la maladie. On sait par exemple que 2 jumeaux homozygotes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des vrais jumeaux avec le même potentiel génétique, la probabilité que le deuxième jumeau soit porteur, elle n'est pas de 100%, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle n'est que de 60 à 70%. Le fait que votre maman soit porteuse d'un trouble bipolaire ne signifie pas que vous avez un risque très élevé de le déclencher, vous. Vous avez probablement des gènes communs, c'est évident, vous en avez au moins la moitié. Est-ce que ces gènes vont favoriser chez vous plus la bipolarité ou pas ? Je ne peux pas l'affirmer. À mon avis, le risque, il est tout à fait faible chez vous. D'abord parce que je pense que vous avez une hygiène de vie qui vous protège, que vous savez que vous avez une gestion des émotions qui peut parfois être un peu problématique. Si vous apprenez à mieux gérer vos émotions, vous limitez considérablement le risque de déclencher la pathologie un jour ou l'autre. Je dirais, le simple fait de vous y intéresser, ça vous donne déjà une protection, je dirais. Parce que vous êtes dans une approche cognitive du trouble, et à partir du moment où vous mettez en branle votre cerveau cognitif, c'est-à-dire votre cerveau supérieur, le cerveau du mammifère supérieur que vous êtes, votre cerveau émotionnel, qui est le cerveau reptilien, il se met un petit peu en sommeil. Donc vous contrôlerez mieux vos émotions naturellement. En fait, tout est une histoire de diagnostic, de probabilité, de pourcentage, de thèse qu'on décide ou non de suivre, du récit qu'on s'écrit à soi, de l'histoire qu'on se raconte. Et celle que me donne le docteur Papetta me va bien. Je n'ai pas hérité d'une maladie ou de troubles, mais d'une sensibilité. Et même si un jour je trouvais chez moi les gènes rares responsables de la maladie, ou encore la mesure ARN positive aux troubles bipolaires, je me suis construite des bases assez fortes pour ne plus être envahie. Charlotte aussi a trouvé son récit. Après, ce qui est souvent la vraie question avec laquelle j'arrive à dialoguer finalement, c'est te dire c'est quelque chose qui fait aussi partie de toi quelque part, ou de ton expérience du moins, de vie. Donc comment tu cohabites déjà avec ce qui s'est déjà passé. Par exemple, moi, c'est pas un regret pour moi. Alors, ce serait tellement pas agréable à entendre pour mes proches qui ont souffert et qui m'en veulent de pas prendre de traitement et qui... voilà. Mais je ne regrette pas la possibilité d'avoir pu accéder, perçu ou vu ou compris, pas compris, mais accéder à une autre forme de
perception aussi. Et pour moi, c'est hyper important de questionner le réel et de me dire que dans ces moments-là, j'ai pu me permettre de questionner ça. Alors, notamment quand je faisais le reportage photo à l'iPhone en 2020, pendant mon hospitalisation, je postais en direct sur Instagram. Border. Oui, c'est une forme de coming out. C'est pour ça que je pense que c'est important de le mettre sous forme de récit, que ce soit par le dessin, la photo, l'écriture, parce qu'en fait, évidemment, ça me permet de savoir que ça fait partie de mon histoire, mais en même temps, je me sens pas affectée quotidiennement. J'essaye d'en faire quelque chose, mais après, c'est aussi l'ironie de la vie. Et qu'on puisse laisser aussi cette possibilité-là, en fait, que le récit puisse être... se finir un peu bien, des fois. Cette histoire de récit me plaît vraiment beaucoup. Et ça me fait penser à un truc que j'avais entendu au groupe de parole. Une idée qui parlait d'héritage et de ce qu'on pouvait en faire. L'héréditaire, c'est l'environnement familial qui génétique et environnemental. Et après, c'est vrai qu'il y a des choses... Des choses qui sont des non-dits en fait qui peuvent être transmis de génération en génération, mais tant qu'elles ne sont pas dites, un enfant va le transmettre, et ça peut faire des gros dégâts, et ça quelquefois en fait c'est un membre de la famille qui peut porter ce fardeau là, et ça peut faire du bien du coup à toute et faire du bien surtout aux générations suivantes. Sans vouloir sacraliser ma position, je me sens capable d'endosser le récit de la famille. Moi, je voudrais qu'on essaye de faire, c'est qu'on se mette d'accord sur le récit familial. Ouais. Non mais... C'est quoi que t'appelles le récit familial ? C'est-à-dire que si je faisais pas ce documentaire, si là, on se forçait pas à en parler, parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on en disait ? Toi, qu'est-ce que t'en disais ? Maman, toi, t'en dis pas grand-chose, en fait, à part dire que maman est folle et que papy était fou, et puis voilà. Bah, tu dis bien que ta mère est folle. Mais parce que des fois, il faut blaguer, parce que sinon, on s'en sort pas. non, mais c'est vrai, enfin, tu vois. Oui, bah oui. J'ai acheté ma maison parce que je suis folle. Et dans le documentaire, je vais dire ça. Je fais mon jardin parce que je suis folle. Je vais à la piscine, c'est parce que je suis folle. Je mange parce que je suis folle aussi, sûrement. En fait, le truc, c'est que nous, si jamais, t'avais succombé à tes médicaments là, nous, on serait restés avec quel récit ? Moi et Laura, on serait restés avec quel récit ? Voilà. Non, mais sans déconner. Ouais, non, mais oui, c'est ça. Alors que maintenant, je sais pas, est-ce qu'on peut se dire... mamie, elle était malheureuse, papy, il était bipolaire, ma mère, elle est bipolaire. Toi, t'arrives à le dire, ça ? Ouais. Oui, moi, j'ai pas de problème avec ça. Laura n'a pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas forcément envie de remuer tout ça, tu vois. Moi, je suis contente que tu l'aies fait parce que j'apprends des choses. Papy, mamie, etc. Mais ça me fera pas avancer dans la vie. C'est pas en sachant tout ça. Et moi, de connaître la vérité sur papy, mamie, tout ça, je m'en fous. Regarde, c'est qui ça ? Allô ? Avec ? Papy Cocteau. Papy Cocteau ? Mais moi, les deux papy. Bon, peut-être que mon histoire de récit familial n'est pas une évidence pour tout le monde. Je vais te montrer une photo. Mais j'ai l'impression d'avoir fait du rangement là où avant il y avait un gros paquet de nœuds. Ce n'est peut-être pas objectif, mais ça me fait du bien. Et si un jour ma sœur en a besoin, tout cela est maintenant disponible. Regarde, maman, elle avait un gros ventre. La dernière hospitalisation de ma mère date d'il y a 4 ans. 4 ans que la vie a repris son cours. 4 ans d'une vie presque normale. Avant, j'étais à l'affût du moindre indice de la variation de ses humeurs. Un texto chelou, une voix éteinte au téléphone, un changement de sac à main. Aujourd'hui, je perds peu à peu le réflexe. Oui, coucou maman, c'est ta fille. Écoute, je voulais savoir à quelle heure était ton train. On viendra te chercher avec les enfants. Voilà, dis-moi. Allez, bisous, à demain.
Oui. Les grands sourires, oui. Oui. Ma fille est née. Ah bon? Et jusqu'ici, tout va bien. Mais t'es pas bipolaire, toi? Les beaux yeux. Dès les premières heures de sa vie, c'était ma fille. Elle avait déjà sa personnalité, son caractère. Comme si, au moment même où la sage-femme l'a posée sur mon ventre, tout était joué. Qu'est-ce que tu me racontes? Son destin était déjà écrit quelque part. Oui. Mais non. C'est pas possible, ça. Moi, je dis destin, mais les chercheurs parleraient plutôt de voie biologique. Les scientifiques, eux, diraient fonctionnement cognitif. Et les psychiatres diraient développement comportemental. Pam, pam. Pam, pam. Ouais, tu bouges. Pam, pam, pam. Depuis plusieurs mois, j'ai accumulé plein de petits gris-gris pour accompagner ma fille tout au long de son enfance. Je les ai dispersés un peu partout dans la maison comme des totems de bonheur. Il y a bien sûr la petite boussole en bois de mon grand-père. Un album photo où il y a toute la famille. Quelques mouchoirs pour quand les émotions sont trop fortes. Des crayons de couleur pour dire les choses. Un bout de ficelle si des fois elle perd son chemin dans les moments difficiles. Mon foulard doudou pour quand je ne suis pas là. Un sac de billes parce que les amis c'est super chouette. Mon affiche de King Kong parce que c'est mon histoire préférée. Avec tout ça, elle est prête à affronter la vie. Et moi aussi. Arte Radio. Point. Comme. Oui, je t'écoute.